Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcain, et vous êtes sur Terra Adventum. Nouvelle exploratologie. Aujourd'hui, notre navigateur, notre explorateur est français. J'ai nommé Cartier, Jacques Cartier. Youpi, en français, allez hop, c'est parti. Je tiens à vous prévenir qu'on ne sait pas grand-chose sur la jeunesse de Jacques Cartier, et certains faits ne sont que les hypothèses les plus probables. Jacques Cartier serait né aux alentours de 1491 à Saint-Malo, en France. Saint-Malo étant une ville proche de la mer, la principale activité était la pêche, et tout autre métier de la mer. Notre petit Cartier a donc grandi dans un environnement maritime, et a sans doute été apprenti mousse et matelot. On sait qu'il était aussi intéressé par la justice, le droit, mais à part ça, on ne sait rien sur lui. On ne sait même pas comment il a fait pour se faire connaître, outre qu'il a épousé la fille d'une riche famille de Saint-Malo en 1520. Petit contexte historique. La fin du XVe et le début du XVIe siècle sont marqués par l'essor des explorations, les grandes découvertes. Depuis Colomb en 1492, Espagnols et Portugais se font la course au Nouveau Monde. Le traité de Tordesillas en 1494 partage le Nouveau Monde à découvrir entre les deux puissances. L'Angleterre aussi rentre dans la course, mais qu'en est-il de la France? À l'époque de Charles VIII et de Louis XII, la France n'envisage pas de découvrir et de coloniser le Nouveau Monde. Mais avec François Ier, ça change. Tout d'abord avec Jean de Verrazzane qui découvre la baie de la future New York, en l'appelant la Nouvelle Angoulême. Puis François Ier embauche Jacques Cartier. C'est en 1532 que Cartier est présenté au roi par l'évêque de Saint-Malo, Jean Leveneur. Le 20 avril 1534, 2 navires sous le commandement de Jacques Cartier quittent la France. 20 jours plus tard, les 60 hommes de l'expédition arrivent à Terre-Neuve. Plus tard, ils rencontrent des Amérindiens, les Micmacs. Mais quel Micmac? Ils font ami-ami. Ils érigent une croix à Gaspé pour prouver l'appartenance du territoire à la France, puis ils s'en vont. Ils repartent chez eux, mais en amenant avec eux les 2 fils du chef d'Anacona, chef Iroquois. Ils sont rentrés le 5 septembre, première expédition assez courte et sans grande importance. Le 19 mai 1935, Cartier dirige son 2e voyage vers le Nouveau Monde. Cette fois, ce sont 3 navires, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon qui prennent le large. Cartier découvre sur place le fleuve Saint-Laurent et se dirige jusqu'au village de Stadacone, le village des Iroquois, où il retrouve le chef de Nacona. Cartier lui redonne ses fils, qui savent maintenant parler français. À savoir que ce village sera nommé en 1608 Québec par Samuel de Champlain. L'équipage se partage en 2 parties. Une partie reste sur place pour construire en fortant et ainsi devenir les premiers hommes à hiverner sur ce territoire appelé Canada, qui signifie village en iroquois, qui regroupe le village de Stadacone et les alentours du fleuve. En fait, quand les Européens ont demandé où c'est qu'ils sont, les Iroquois ont dit dans notre village, dans notre Canada, et Cartier a nommé ce territoire Canada. Les autres membres de l'équipage, dont Cartier, décident de remonter encore plus loin le fleuve. En le remontant, ils découvrent un nouveau village, Hochelaga, au pied d'une colline qu'il nommera le Mont Royal. Aujourd'hui, ce village, qui est devenu une grande ville, se nomme d'après cette colline. Il s'agit de Montréal. Le chef de ce village assure à Cartier et à ses hommes qu'on peut continuer à remonter le fleuve. Mais Cartier rebrousse chemin pour hiverner avec ses hommes restés à Stadacone. L'hiver est rude et difficile. Les rapports entre Amérindiens et Français sont bons, ce n'est pas le problème. Mais c'est le scorbut qui frappe l'équipage.
Heureusement, Cartier découvre que les Amérindiens utilisent une infusion d'aiguilles et d'écorce d'anéda, un arbre dont l'identité nous est toujours inconnue, mais il s'agirait peut-être du cèdre blanc d'Amérique. En tout cas, ces infusions soignent et c'est déjà bien. Sur les 110 hommes, il y en a quand même 25 qui meurent, quand même. Effectivement, ce qui explique que la petite Hermine est abandonnée pour manque d'hommes avant de repartir. Justement, l'hiver fini, Cartier décide de rentrer en France, mais juste avant, il kidnappe le chef Donnacona, ses 2 fils et 7 autres Iroquois pour les présenter au roi François Ier. En France, Donnacona laisse supposer l'existence d'un riche royaume rempli d'or, de pierres précieuses et d'épices en abondance. Le royaume de Saguenay, qui se trouverait en remontant le fleuve Saint-Laurent après le Mont-Royal. Il n'en faut pas plus à François Ier pour organiser une nouvelle expédition à la recherche de ce fameux royaume. Mais cette fois-ci, le commandant de l'expédition est un homme de la cour du roi, Jean-François de la Roque de Roberval. Cartier est le second. Et puis, tant qu'à faire, ils vont ramener les Iroquois chez eux. Mais certains, comme Donnacona, sont morts, et d'autres décident de rester en France. Le départ prend du retard, car la préparation est longue. Il faut armer 5 navires, les approvisionner, y installer du bétail vivant, et aussi libérer des prisonniers, pour en faire des colons. Car oui, une fois le royaume découvert, le roi veut qu'on y installe une colonie permanente. Logique, si le territoire est rempli d'or. Cartier, impatient de cette longue attente, décide de partir sans Roberval. Ils arrivent à Stadaconé en 1541. Au départ, le retour de Cartier est bien accueilli. Mais sans doute à cause de la mort de leur ancien chef, les tensions se corsent et Cartier fait campement ailleurs. Et commence donc à construire les bâtiments de la future colonie qu'il nomme Charlesbourg Royal. L'hiver se passe et Roberval n'est toujours pas là. En attendant, Cartier lui commence à se faire une petite fortune, en négociant avec les indigènes des pierres précieuses et de l'or. Au final, la légende du royaume est peut-être vraie. L'hiver fini, Cartier décide de retourner en France, tant pis pour le fameux royaume. Il n'a plus rien à faire ici, il a de quoi vivre convenablement jusqu'à la fin de ses jours. Sur le chemin vers Terre-Neuve, il rencontre enfin Roberval. Mais Cartier ne rebrousse pas chemin malgré l'ordre qui lui a été donné, mais rentre bel et bien en France. Il fait expertiser ses pierres, mais désillusion, ce n'était pas de l'or, mais de la pyrite. Et ce n'était pas du diamant, mais du quartz. Ça manquait de géologues à l'époque. Cartier vivra dans sa ville natale jusqu'à la fin de ses jours. Atteint par la peste, il meurt en 1557. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Attends, mais il devient quoi, Roberval? Il trouve le fameux royaume. Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Oui. Alors c'est parti. Roberval s'installe dans la colonie abandonnée de Cartier, Charlesbourg Royal, et renoue des relations amicales avec les Iroquois. Il passe l'hiver assez difficilement à cause du scorbut qui fait ravage. Et oui, personne ne lui a montré le remède aux aiguilles de l'Anéda. Mais une fois cette saison terminée, il se rend en compagnie de 70 hommes à Hochelaga, la future Montréal, découverte par Cartier, dans le but de continuer plus loin pour découvrir le fameux royaume de Saguenay. Mais ils vont pas très loin. Une des barques chavire, entraînant la mort de ses occupants. Rien ne va avec Roberval, qui en plus est un capitaine peu tolérant, n'hésitant pas à tuer ses matelots désobéissants. Du coup, il envoie des hommes en France pour demander de l'aide et des renforts, mais au même moment, par des navires venus de France, Roberval apprend que François Ier exige son retour, car c'est la guerre. Il s'agit de la 9e guerre d'Italie, lancée en 1542, qui finira en 1546, guerre provoquée par la revendication française sur le duché de Milan, alors sous possession espagnole de Charles Quint, allié aux Anglais d'Henri VIII. Et la guerre finira par un statu quo, mais de lourdes pertes financières chez les Français et les Anglais. Donc Roberval rentre et participe à cette guerre. Au final, cette expédition n'a servi à rien, c'est un échec. Ni un royaume rempli d'or n'a été découvert,
et ni une colonie installée.